Bonjour et bienvenue au nouveau webinaire Rendez-vous expert des éditions territoriales en partenariat avec Ernet. Je laisse la parole à Olivier Portier, Frédéric Parisot et Didier Tcherkachine pour une présentation de ce webinaire qui démarre maintenant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Caroline pour cette brève introduction. Voilà, il s'agit du deuxième webinaire organisé, enfin co-organisé par les RENET, les rencontres nationales de l'économie territoriale et Territorial Édition. La dernière session avait eu lieu en mai ou en juin dernier. Ça portait sur les questions d'attractivité territoriale. Vous pouvez d'ailleurs toujours récupérer la diffusion du webinaire si vous le souhaitez. Et donc là, nous retrouvons Olivier Portier et Frédéric Parisot pour évoquer la question des crises et la manière dont les territoires les subissent ou arrivent à les gérer. Et donc nous avons donc deux intervenants pour cette thématique. Un économiste consultant en analyse territoriale, Olivier Portier, que je laisse peut-être rapidement se présenter. Olivier, en 2 mots peut-être. Oui, merci Didier. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, j'ai deux casquettes entre guillemets. Une où j'accompagne les collectivités locales dans la compréhension des dynamiques territoriales avec des approches transversales visant l'articulation les questions économiques, sociales et environnementales. Et puis c'est ma fonction du jour. J'ai la casquette aussi de pilote de l'association Observatoire des impacts territoriaux des crises, qui est un projet d'intérêt général et à vocation bénévole, qui vise à mettre à disposition en open data et en open source tout un tas d'informations sur les impacts territoriaux des crises qu'on avait lancé au moment de la crise sanitaire. Ok, merci Olivier. Puis on pourra mieux comprendre un petit peu les thématiques sur lesquelles tu travailles quand on abordera un petit peu concrètement les indicateurs que tu vas nous présenter. Et donc en contrepoint, en tout cas en illustration des présentations qui seront faites par Olivier, on a souhaité, et merci à lui, inviter un territoire et un acteur des territoires, Frédéric, qui est directeur général délégué à Val-de-Garonne Agglomération, qui permettra évidemment d'avoir en tout cas un point de vue plus terrain de ce qui sera évoqué par Olivier sur les questions de l'impact des crises sur les territoires. Frédéric, si en 2 mots, tu veux te présenter aussi. Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, Frédéric Parisot, je suis directeur général délégué en charge des politiques de transition écologique et d'adaptation au changement climatique sur Val-de-Garonne Agglomération, qui est un territoire de 43 communes, 63 000 habitants, à dominante rurale. Voilà, donc de toute façon, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous présenter un petit peu plus le territoire et comment, en effet, on a traversé l'ensemble de ces crises. Voilà, merci. Donc, on est sur un timing serré. C'est le choix qu'on a fait avec Territorial Édition et Renet pour ne pas prendre trop de votre temps et être plutôt en dynamique. Donc, on aura fini à 13h. Voilà, vous serez libérés. Et nous allons aborder notamment les points suivants à travers une première présentation d'Olivier Portier. La question effectivement de l'incertitude, en tout cas de la multiplication ou de l'accélération de ces crises voilà, qui sont de nature variée et diverses, mais qui parfois font système ou pénalisent à plusieurs reprises les territoires. Donc Olivier nous présentera son analyse un petit peu des impacts des crises sur la situation socio-économique des territoires, et puis finalement la manière dont les territoires ont réagi. Certains ont été plus touchés que d'autres, et d'autres ont mieux rebondi. Olivier nous expliquera s'il y a des effets liés plutôt à la typologie des territoires, à leur spécificité, ou alors peut-être que ça peut être lié à d'autres composantes. Là, c'est peut-être plus Frédéric qui pourra nous en parler sur la manière dont les territoires peuvent réagir ou s'adapter ou anticiper ces crises. Et puis, on abordera aussi ces questions un peu de perspective
sur les questions clés qui préoccupent évidemment les développeurs territoriaux, des questions liées à l'emploi, au chômage ou aux défaillances d'entreprises. Donc votre son est coupé, c'est normal, puisque vous êtes nombreux. Voilà. En revanche, vous pouvez, si vous souhaitez intervenir, apporter une remarque ou un témoignage ou poser une question, le faire dans le chat. Hein. Vous avez ici une petite illustration normalement de ce qui apparaît sur votre écran. Donc vous avez la possibilité de poser des questions, on le prendra en compte. Il y aura plusieurs moments dans l'échange où on abordera des questions. Certaines ont été posées en amont, donc on les posera évidemment tout à l'heure. Hein, on les abordera évidemment en priorité. Mais voilà, en tout cas, vous avez la possibilité d'intervenir et n'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse prendre en compte vos remarques, vos commentaires ou vos questions. Je vous incite aussi un petit jeu, en tout cas un petit exercice plutôt d'intelligence collective et de partage d'expérience. Nous allons présenter un nuage de mots qui sera issu de vos témoignages. Donc, normalement, doit s'afficher sur votre écran le lien avec ce petit outil créatif qui s'appelle WooClap. Donc, vous faites wooclap.com, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Vous rentrez le code NCKNSM. Vous pouvez aussi scanner le code barre pour y aller directement. Et une question vous sera posée. En gros, c'est écrire en un mot votre expérience des crises vécues par votre territoire. Donc, je ne sais pas, par exemple, ça peut être le mot résilience, incertitude, angoisse, enfin peu importe. On essaiera de voir un petit peu s'il y a des points communs de votre vécu sur les territoires. Donc, je laisse un petit moment cet affichage pour que vous puissiez bien vous connecter. J'espère que ça fonctionne. J'ai testé tout à l'heure, normalement ça marche. Et donc on présentera à un moment du webinaire les résultats de votre participation. Caroline, peut-être basculer sur la présentation d'Olivier, si c'est possible, et nommer du coup Olivier comme présentateur, de manière à ce qu'il puisse démarrer sa présentation. Oui, alors je m'en occupe tout de suite. Je fais le changement. Olivier, c'est à vous. Olivier, il faut brancher votre micro. Merci Caroline. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Parfait. Très bien. Alors, tout d'abord, juste un petit mot d'introduction sur l'OITC. Est-ce que vous voyez bien mon support? Vous n'êtes pas en plein écran, bon, ça vous le pourrait voyez? être optimisé. Ouais. Voilà, super. Alors merci. là, moi il en... C'est bon? Donc, l'OITC, très rapidement. Donc, l'Observatoire des territoriaux des crises a été créé en 2020, donc au démarrage de la crise sanitaire, avec pour raison d'être essayer d'anticiper, mesurer les impacts de toutes les crises, en lien notamment avec les enjeux de la transition énergétique. Donc, les contributeurs sont bénévoles. On pensait qu'avec la crise sanitaire, l'Observatoire s'éteindrait de sa belle mort et que ce serait une bonne nouvelle. Et puis, on a enchaîné sur une crise énergétique qui s'est transformée en crise inflationniste, avec aujourd'hui une crise économique qui commence à pointer son nez. Donc, du coup, la vocation, enfin, notre vocation, c'est quand on sent que la conjoncture se durcit, on ressort un peu du bois, comme on dit, pour essayer de proposer des éléments d'analyse et de suivi des différents phénomènes qu'on peut observer dans les territoires. Donc, on est une association, on a comme partenaire l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, Intercommunalité de France et l'Association des directeurs généraux, et travaille avec moi Vincent Passini, qui est bien connu du réseau RENET, Fabrice Rey, qui est un spécialiste des politiques publiques, et Nicolas Portier, qui a été longtemps délégué notamment d'Intercommunalité de France. Je vous ai juste mis là aussi le lien pour vous connecter à la page web de l'Observatoire et surtout pouvoir accéder à notre plateforme cartographique qui vous permettra de trouver tous les éléments qu'on a produits ces dernières années. Et vous pourrez aussi trouver les différents webinaires qu'on a réalisés ainsi qu'un certain nombre de publications. Donc voilà pour le petit coup de pub pour l'Observatoire.
quand on a démarré, donc on était en avril 2020, les collectivités locales notamment nous disaient mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête, hein, souvenez-vous, on venait de rentrer dans le confinement et on s'interrogeait réellement sur les impacts économiques, sociaux et territoriaux mécaniquement de cette crise d'un nouveau genre, d'une puissance sans équivalent et surtout avec un côté immédiat et systémique, hein, qui se répandait partout dans le monde entier. Donc, évidemment, on manquait de données et on a essayé de produire une carte pour poser les bases d'éléments d'anticipation. Cette carte, elle porte sur ce qu'on appelle les revenus territoriaux. Ce sont les différentes catégories de revenus qui sont détenus par les territoires. On a dedans les revenus productifs exportateurs, les revenus liés aux activités de proximité, les revenus sociaux de transfert, les revenus publics, les revenus dits pendulaires qui sont liés au fait que des gens vivent dans un territoire, travaillent dans un autre. Et en fait, ce qu'on a fait, contrairement à ce que l'on fait d'habitude quand on analyse les territoires, on a regroupé ces différentes catégories de revenus en fonction de leur degré d'exposition a priori à cette crise sanitaire en émergence et ce qui était plutôt abrité. Par exemple, on avait considéré que les revenus publics, les pensions de retraite et les revenus sociaux étaient des revenus qui n'allaient pas subir d'impact majeur au regard de la crise en émergence. En revanche, les dépenses touristiques, les revenus productifs exportateurs, dans lesquels on va trouver par exemple les revenus industriels, eux, on les a classés dans les revenus exposés. Et on a produit cette carte qui porte justement sur les revenus exposés à la crise. Donc, plus on est en rouge foncé, plus cela suggère que les territoires allaient être impactés par les effets indirects de la crise sanitaire. Et ce qui nous a beaucoup surpris quand on a réalisé cette carte, c'est qu'elle est assez contre-intuitive. C'est-à-dire que les territoires qui apparaissaient à ce stade comme les plus exposés à la crise sanitaire étaient ce qu'on a appelé après trivialement, pour se faire comprendre, les territoires locomotives, c'est-à-dire les territoires qui étaient plutôt très dynamiques et très en forme avant le démarrage de la crise sanitaire. Ces territoires très en forme, c'était plutôt les territoires franciliens, les territoires alsaciens, les territoires notamment frontaliers du sillon lorrain par exemple, ou du genevois français, territoire très dynamique. On avait aussi le littoral atlantique, le grand quart nord-est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, très dynamique, à la fois industrielle et touristique, notamment les Alpes aussi étaient plutôt des territoires dynamiques. Et puis en creux, ce que j'appelle aujourd'hui la diagonale du vide, les territoires plutôt assez peu en forme avant la crise sanitaire apparaissaient comme beaucoup moins exposés. Et donc à partir de cette carte, on s'est dit, bah tiens, c'est assez étonnant quand même au regard de cette crise d'un nouveau genre. Il se pourrait que les territoires en forme d'avant-crise soient donc les plus impactés, tandis que les territoires plutôt à la traîne soient moins en souffrance. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse qui a permis de poser des jalons aux analyses qu'on allait produire et aux interprétations qu'on a pu réaliser avec la sortie de données. Donc très rapidement, je vais revenir sur ce qui s'est passé en 2020. Donc vous avez ici un petit tableau et deux cartes qui vous matérialisent. En général, hein, ça va être le mode de raisonnement de tout webinaire. On traite des questions économiques à travers les dynamiques d'emploi salarié privé et des dynamiques sociales à travers la dynamique et le fonctionnement des marchés du travail locaux au regard de l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie ABC, c'est-à-dire à la fois ceux qui n'ont pas travaillé dans le mois et ceux aussi qui ont un petit peu travaillé. Donc vous voyez qu'en 2020, on a perdu sur l'année 2020, avec cette crise sanitaire, un peu moins de 150 000 emplois salariés privés. C'est une baisse de moins 0,8%, qui est quand même très intense, hein, ça peut sembler peu. D'autant plus que là, les URSSAF nous ont fait un petit tour de passe-passe, alors qu'au démarrage de nos travaux, on travaillait sur des données qui portaient sur l'emploi salarié privé hors apprenti. En cours de route, en 2022, le champ de comptabilisation de l'emploi par les URSSAF a augmenté et on a intégré les apprentis. Donc, quand on travaillait avant hors apprenti, on était sur une baisse d'emploi en France de 300 000 emplois et un choc du coup de moins 5. Quand on a intégré les apprentis, vous voyez, ça a considérablement amorti ce choc. Et puis, vous avez le deuxième trimestre, hein, qui est celui qui a été juste en post-démarrage de confinement, où on a perdu 64 000 emplois. Et vous voyez le T1, le premier trimestre, alors même que de mémoire, hein, le confinement, bah, c'est écrit ici, avait démarré le 17 mars. Donc, il a suffi de 10 jours pour qu'on perde plus de 500 000 emplois salariés privés en France au démarrage de la crise sanitaire. Et ce que l'on peut voir ici dans les deux cartes, à gauche, c'est l'évolution de l'emploi sur l'ensemble de l'année 2020. Vous voyez qu'on a à peu près, donc les cartes sont produites à l'échelle des zones d'emploi. Il y en a 305 en France. Les zones d'emploi sont réalisées sur la base des migrations de domicile-travail. Bah, vous voyez qu'on a une majorité de territoires en rouge, c'est-à-dire marqués par des baisses de l'emploi. Et notamment, on a 186 zones d'emploi qui, durant l'année 2020, ont perdu des emplois salariés privés. Si on n'avait pas intégré les apprentis dans notre carte, on aurait eu les 305 zones d'emploi qui étaient en baisse
d'emplois sur la période. Et ici, vous avez la progression du chômage à droite, et vous voyez que là, on a quasi exclusivement du rouge, c'est-à-dire un nombre de chômeurs en augmentation sur la période. Donc, sur l'ensemble de l'année, baisse d'un peu moins de 1% de l'emploi salarié privé, comprenant les apprentis, une progression du chômage de presque 5%. Donc, un choc extrêmement violent, mais néanmoins beaucoup moins violent qu'on aurait pu attendre. Et on s'était livré à un exercice à cette période-là, où on a essayé en fait de neutraliser des effets, des biais qui étaient liés justement à la nature des données qu'on utilisait. Et surtout, ce qu'on a essayé de voir, c'était quelle était l'efficacité des mesures qui avaient été prises notamment par le gouvernement. Souvenez-vous, avec les confinements, le gouvernement prend des mesures très lourdes de soutien aux entreprises avec des prêts garantis par l'État, la mesure de chômage partiel et les reports de charges. Et donc, du coup, ce qui s'est produit, c'est que les emplois salariés privés sont sortis des données URSSAF, alors que les emplois sont restés dans le champ des URSSAF, alors que les salaires qui sont alloués aux individus qui sont en emploi, ils sont restés. Et donc, du coup, on a fait deux cartes, une sur l'évolution de la masse salariale durant le deuxième trimestre 2020, c'est la carte de gauche, et l'évolution de l'emploi à droite, toujours durant le deuxième trimestre, mais là, qui ne tient pas compte finalement, qui tient compte, des mesures de chômage partiel. Et vous voyez, il y a quand même une grosse différence qui saute tout de suite aux yeux, c'est qu'il y a du rouge partout quand on observe uniquement la masse salariale, c'est-à-dire sans prendre en considération les mesures gouvernementales. Il y a quand même moins de rouge lorsque on tient compte de ces mesures. Et surtout, notamment, ce qui saute aux yeux, c'est l'intensité des baisses de masse salariale observées, c'est-à-dire lorsqu'on n'intègre pas l'efficacité des mesures. Vous voyez, il y a des zones d'emploi en rouge qui ont vu fondre leur masse salariale de plus de 30% sur ce seul trimestre. Donc, ça nous a permis de comprendre pourquoi finalement le choc en termes d'emploi avait été moins intense que ce qu'on redoutait, notamment au regard de l'efficacité de cette mesure et surtout de celle liée au chômage partiel. Donc, sans cette mesure-là, on aurait eu des baisses d'emploi très violentes, très intenses dans tous les territoires et à minima des baisses d'à peu près moins 8% sur le seul deuxième trimestre. Donc, voilà pour très rapidement, il y aurait beaucoup de choses à raconter sur cette année 2020, mais l'idée, c'est de se rapprocher un peu plus de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que à ce stade, vous avez peut-être une ou deux questions sur l'année 2020 et les effets directs de la crise sanitaire, ou est-ce que j'enchaîne sur la période qui a suivi? Est-ce que Didier, tu vois remonter des questions? Pas de questions pour l'instant, Olivier. Pas de réaction? J'enchaîne du coup. Alors maintenant, donc j'ai fait une présentation chronologique, comme on a peu de temps. La période 2021-2023, c'était une période assez spéciale. 2021 notamment était une période qui s'est caractérisée par un rebond absolument considérable de notre économie, et même rebond qui s'est observé au niveau mondial. Donc l'année 2021, vous le voyez ici, se caractérise par une forte progression de l'emploi, 4,4%. Donc c'est plus de 800 000 emplois créés sur la période. Donc ça a largement permis de compenser les pertes d'emplois observées durant l'année d'avant. Et puis le nombre de demandeurs d'emploi s'est mis lui aussi à très rapidement diminuer et à diminuer beaucoup plus rapidement et en volume de manière beaucoup plus importante que lors de la crise sanitaire. Ce qui fait que dès l'année 2021, en quelque sorte, grâce à cette reprise fulgurante, on a permis de compenser, d'amortir le choc qui avait pu être encaissé lors de l'année 2020. Ensuite, l'année 2022, la dynamique reste encore tout à fait favorable, certes un peu moins intense. Vous voyez, on a créé un peu moins de 400 000 emplois salariés privés, c'est 2% d'augmentation. La demande d'emploi continue de diminuer à un rythme tout à fait intense. Et il est vrai, on l'a beaucoup commenté, notamment dans la presse généraliste, le taux de chômage a considérablement baissé durant cette période. Et puis 2023, la période reste positive, mais vous voyez que la progression de l'emploi est beaucoup plus contenue. Et là, il y a une inversion de tendance. Les demandeurs d'emploi de catégorie ABC recommencent à augmenter, notamment en raison de l'augmentation des BSC, qui sont les travailleurs précaires. Et c'est aussi ça qui explique que le taux de chômage a baissé. Le taux de chômage, lui, il est calculé que sur les A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois. Or, ceux-là sont très stables. Et aujourd'hui, la dynamique de chômage se joue beaucoup plus sur les BSC. Et c'est là où, entre parenthèses et dit très rapidement, le taux de chômage est un indicateur très intéressant, mais faites attention, il est aujourd'hui très parcellaire et pas nécessairement représentatif du fonctionnement des marchés du travail locaux. Donc 2021, très grosse reprise. 2022, suite à cette reprise mondiale, on assiste à une surchauffe de l'économie qui provoque
un très fort mouvement inflationniste, notamment provoque une augmentation du coût des matières premières. Donc la France, c'est une grande nouveauté, mais comme tous les pays européens, retrouve un phénomène qu'on avait oublié, c'est l'inflation. Et en plus de ça, vient la guerre en Ukraine qui fait que le coût de l'énergie explose et vient entraîner une accélération encore plus forte de l'inflation. Et vous voyez que malgré cette détérioration du contexte en 2022-2023, les fondamentaux tiennent, la croissance a plutôt tenu. Et au niveau territorial, comment cela s'est traduit? Alors toujours pareil, en haut les cartes sur l'emploi, en bas les cartes sur le chômage. Donc j'ai laissé 2020 à titre de comparaison, l'année crise sanitaire. Vous voyez 2021, en termes d'emploi, le bilan est absolument remarquable. Toutes les zones d'emploi enregistrent une croissance des effectifs salariés, à part Montbéliard et Châteaudun, hein, c'est les deux petites zones d'emploi en jaune dans cette carte ici. On voit que les littoraux, notamment atlantiques, le pourtour méditerranéen, enregistrent une croissance supérieure au reste du territoire national et les croissances les plus fortes s'observent dans les territoires alpins très touristiques qui retrouvent leur dynamique antérieure à la crise. Le chômage, lui, diminue dans à peu près toutes les zones d'emploi. 2022, donc là quand même le contexte commence à se durcir. On voit qu'effectivement en termes d'emploi, on passe à peu près 43 zones d'emploi qui ont été impactées par des baisses du chômage. Et là, en fait, contrairement à l'année 2020, où effectivement les hypothèses qu'on avait formulées sur des locomotives plus exposées, des wagons plutôt protégés, ici, on commence à observer un retour à la normale, c'est-à-dire aux tendances antérieures. Hein, donc, c'est là où nous, l'idée du monde d'après, on l'avait assez rapidement finalement mise de côté, puisque la crise sanitaire, l'année 2020 avait constitué une sorte de parenthèse où les territoires franciliens, alsaciens, etc., avaient perdu plus d'emplois, enregistré de plus fortes hausses du chômage. Mais à partir de 2022, on commence à retrouver des cartes qui ressemblaient à celles qu'on avait à l'avant-Covid, avec notamment les territoires de la diagonale du vide, qui, dans de fortes proportions, enregistraient des pertes d'emploi. Et puis 2023, vous voyez que ça continue de se détériorer. Le contexte devient effectivement de plus en plus lourd, notamment avec une recrudescence des défaillances d'entreprises. Enfin, ça, c'est un phénomène qu'on a toujours redouté. Qu'est-ce qui s'est produit en fait avec les mesures gouvernementales prises en 2020? C'est qu'on a mis sous cloche le tissu économique français. Et donc même des entreprises qui auraient dû disparaître dans un contexte normal en 2020 ont, par effet d'aubaine, bénéficié de subventions, d'aides diverses qui leur ont permis de se maintenir en vie. Et donc, ce que redoutaient les spécialistes, c'est qu'une fois qu'on aurait levé cette cloche, c'est-à-dire mis à l'arrêt un certain nombre de mesures, c'est que finalement, on s'expose à un mur, ce qu'on avait appelé le mur des défaillances. Ce mur, fort heureusement, n'est pas apparu, mais on a observé depuis une lente progression des défaillances d'entreprises, alors qu'elles étaient venues tomber à un niveau historiquement bas en 2020 avec la crise sanitaire. Et elles sont remontées pour arriver courant 2023 à leur niveau d'avant-crise. Et même aujourd'hui, début 2024, on est sur un niveau de défaillance d'entreprise un peu supérieur à la moyenne historique. Alors, certains ne s'en alarment pas, d'autres nous disent, et je pense à raison, qui est beaucoup plus inquiétant que le seul nombre de défaillances et leur recrudescence, par effet notamment de rattrapage, c'est que la structure de ces défaillances a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que d'habitude des grosses entreprises qui sont déclarées en défaillance, en cessation et ou en liquidation. Donc là, il y a un vrai sujet de fragilisation de notre tissu d'entreprise dans un contexte 2024 franchement très délicat, avec des taux qui sont encore hauts, des taux directeurs, notamment pour emprunter, investir, qui sont encore élevés et qui ont pu ralentir un peu l'économie. On en reparlera notamment pour le secteur de la construction. Donc vous voyez progressivement, malheureusement, on voit que ça se fissure, ça se fracture. Alors, c'est le titre de mon troisième temps, ça ne rompt pas, les fondamentaux restent bons, mais on voit bien qu'au niveau territorial, notamment l'année 2023, se traduit par une recrudescence de difficultés économiques, une réaugmentation assez généralisée du chômage, hein, ça c'est la carte du bas ici, où vous voyez que beaucoup de territoires donc, figurent en rouge, et cette dégradation s'observe un peu partout dans toutes les régions françaises, sans trop de distinction. Donc, si on fait un petit zoom maintenant sur cette période, en fait, si on part de juste avant le Covid et qu'on regarde où on en était fin 2023 par rapport à nos différents secteurs d'activité. Ça, c'est quand même intéressant, notamment dans les travaux qu'on a pu conduire depuis 2020, qu'on avait cherché à observer, c'était dans quels sont les déterminants de la capacité de résilience économique des territoires. Et parmi ces déterminants, on en connaît déjà deux.
Un premier, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'effet de structure. L'effet de structure, c'est quoi? C'est l'effet qui est lié à la structure de spécialisation économique des territoires. Grosso modo, si votre territoire est spécialisé dans un secteur qui n'a pas le vent en poupe, assez mécaniquement, il risque d'être très impacté en cas de ralentissement économique et en cas évidemment de ralentissement de ce secteur. Donc ça, c'est la dimension sectorielle. Et ensuite, vous avez un effet qu'on a appelé l'effet local, c'est un peu un mot valide, un mot fourre-tout, qui nous dit que l'effet de structure, l'effet de spécialisation, il explique des choses, mais il n'explique pas tout. Et notamment, il n'explique que 20% des dynamiques de création d'emplois dans les territoires en moyenne. Et donc, l'effet local, 80%. Et cet effet local, donc parfois, il permet à des territoires de compenser une spécialisation défavorable. Et derrière l'effet local, qu'est-ce qui se cache? En général, ce qui pèse le plus lourd, c'est la capacité qu'ont les territoires à se structurer en écosystèmes économiques véritablement intégrés, où les entreprises, entre elles et avec la puissance publique locale, s'engagent dans des coopérations abouties. Et donc, cet effet local est aujourd'hui une variable extrêmement importante pour expliquer, comprendre la capacité de résilience économique des territoires. Et on avait vu qu'effectivement, face à la crise sanitaire en 2020, l'effet de structure avait joué à plein de manière négative, mais que dans certains territoires, il était amorti et dans de très rares territoires compensé par l'effet local. Donc, l'approche par secteur est intéressante. Vous voyez à gauche, par exemple, l'industrie qui, fin 2023, dans encore une majorité de territoires, plutôt situés sur le pourtour atlantique, le pourtour méditerranéen, la partie rhône-alpine d'Auvergne-Rhône-Alpes, la partie Franche-Comté de Bourgogne-Franche-Comté, ont des territoires qui ont plutôt enregistré une progression de l'emploi industriel sur la période. Et au global, c'est le petit chiffre qui figure ici, ça c'est quand même une bonne nouvelle. L'industrie en France a créé de l'emploi sur la période depuis 2019 à un rythme relativement soutenu, plus 2,6%. Et ça renvoie quand même à cette problématique du moment qui a émergé au moment de la crise sanitaire sur la nécessité notamment de retrouver un peu de souveraineté en matière de capacité à produire un certain nombre de produits. Ensuite, vous voyez ici le secteur de la construction. Donc sur cette période 2019-2023, il s'est plutôt bien comporté, mais on verra plus finement après que plus récemment, il a enregistré de très lourdes difficultés. Et c'est un secteur en plus tout à fait moteur pour les économies locales, hein, qui va générer des effets d'entraînement sur tout un tas d'autres secteurs. C'est une chaîne de valeur très vaste, hein, qui va ensuite des notaires jusqu'aux agents immobiliers. Donc sur cette période, il s'est plutôt bien comporté, mais on verra depuis mi-2023, les difficultés sont lourdes, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Le commerce s'est plutôt bien comporté, a très bien rebondi en post-Covid. L'hôtellerie-restauration également, même si elle avait beaucoup souffert avec la crise sanitaire. Tout ce qui relève des autres services marchands, c'est plutôt bien comporté aussi. C'est la carte en bas à gauche. Vous voyez, on a beaucoup de bleu. L'intérim très volatile, là, on est plutôt sur une image mitigée. Les services non marchands de type éducation, services à la santé, etc., a plutôt bien tenu la barre. Et ça, de toute façon, depuis 20 ans, c'est quand même le secteur qui, dans les territoires, crée le plus d'emplois. Et tout en bas à droite, on retrouve la carte de l'évolution de l'emploi sur l'ensemble de cette période. Donc, des dynamiques sectorielles quand même plutôt favorables, même dans l'industrie, même si quand même encore un peu moins d'une centaine de territoires ont enregistré des pertes d'emploi, mais on voit qu'au global, ça a augmenté. Et si on zoome sur cette année 2023, donc on voit en fait un mouvement de détérioration qui commence à se dessiner. Donc sur l'ensemble de la période, on l'a vu, on a créé plus de 0,5% d'emplois. Vous voyez, on était à 0,2 au premier trimestre, 0,2 au deuxième, 0,2 au troisième, et on passe sur une baisse à partir de 2023. Sur le chômage, on observe une rupture à partir du deuxième trimestre. Au T3, la progression des demandeurs d'emploi devient significative et ils augmentent aussi également à partir du T4. Et donc, si on zoome sur ces trimestres, en termes notamment ici donc d'évolution de l'emploi et des demandeurs d'emploi, donc on va voir que visuellement, on a effectivement un mouvement de détérioration, c'est particulièrement net sur le chômage. Vous voyez une dynamique plutôt favorable avec plus de la moitié des zones d'emploi qui enregistrent encore une baisse du chômage au premier trimestre. Superbe résultat au deuxième avec que 6 zones d'emploi qui enregistrent une hausse du chômage. Pouf, patatras, troisième trimestre, le chômage augmente partout et quasiment partout au dernier trimestre. Sur l'emploi, on est sur une trajectoire de détérioration. Vous voyez, on est sur 127 zones d'emploi au T2 qui ont des baisses, 140 au T3
et on passe à 187 zones d'emploi impactées par des baisses de l'emploi au 4e trimestre. Donc clairement, on est sur une pente glissante, des dynamiques qui deviennent de plus en plus défavorables et qui touchent l'ensemble du territoire national. Est-ce que sur cette période-là, vous avez quelques réactions, questions, ou est-ce que j'enchaîne? Peut-être, Olivier, une question alors qui n'est pas directement liée à la présentation que tu viens de faire, mais qui a été posée par un participant concernant les territoires ultramarins. Donc peut-être, alors qui était une question très très précise hein, sur l'impact notamment des risques climatiques et de submersion, voilà. Mais peut-être en profiter pour, je ne sais pas si tu as des éléments sur ces territoires-là qui peut-être au-delà des crises que tu as évoquées, sont peut-être aussi confrontés par d'autres natures de difficultés particulières qui, conjuguées ce que tu viens de présenter donne peut-être des résultats de nature différente. Est-ce que tu as des éléments précis sur… on parlait de Mayotte, notamment dans la question posée par le participant, mais je pense qu'on peut aussi parler des Antilles ou de la Réunion. Alors Mayotte, malheureusement, on n'a absolument aucune donnée. Hein, ça, c'est et quelle que soit la source. Donc, en tout cas, moi, à mon niveau, il m'est impossible de travailler sur les dynamiques territoriales à Mayotte. En revanche, tout ce qui relève des Antilles et de la Guyane, on commence à être bien outillé. Et j'étais notamment allé en Martinique là, en décembre dernier pour justement présenter un certain nombre de résultats aux collectivités locales donc des Antilles et de Guyane. La capacité de résilience, les acteurs locaux d'ailleurs avaient été particulièrement étonnés de la capacité de résilience de leur territoire, que ce soit donc durant l'année 2020, c'était assez contre-intuitif. Et puis, ils avaient profité dans l'ensemble de rebonds plutôt satisfaisants 2021-2022. Notamment, en fait, ce qui a boosté considérablement leur économie, c'est les apprentis. Hein, et là, vraiment, on a un différentiel très net. Si vous retranchez les apprentis des dynamiques de création d'emplois, là, on était sur des dynamiques beaucoup moins favorables, voire même défavorables. Donc, il y a vraiment un effet amortisseur lié à la dynamique de l'apprentissage qui semble très fort dans les Outre-mer. Et une problématique que moi, j'avais pas vraiment identifiée avant d'y aller, qui est propre à la Guadeloupe et à la Martinique, pas du tout à la Réunion et encore moins en Guyane. Mais ces deux îles-là sont confrontées à une perte de dynamisme démographique considérable qui aujourd'hui vraiment les interroge sur leur capacité justement à s'engager dans des trajectoires économiques plus ou moins favorables, puisqu'ils manquent d'actifs. Les jeunes quittent les îles pour l'Hexagone, ce qui fait s'ils restent des territoires très jeunes, ils sont marqués par une dynamique de vieillissement extrêmement rapide et ils souffrent de difficultés de recrutement massives. Donc, une plutôt bonne capacité de résilience de ces territoires-là parce que bénéficiant énormément des mécanismes de redistribution du type revenus publics, revenus sociaux, et même si c'est des territoires jeunes, les pensions de retraite y pèsent relativement lourd. Donc ça, c'est des amortisseurs en temps de crise. Évidemment, ils ont eu des chocs très violents qui a rendu leur économie très volatile avec leur très forte spécialisation touristique. Mais comme les rebonds ont été très forts, ça leur a permis de compenser. Donc voilà ce que je peux dire très vite sur les territoires, sur les Outre-mer. Mais après, en plus, les Outre-mer, oui, c'est les Outre-mer. On ne peut pas comparer la Guyane aux autres îles. Et la Réunion est sur une trajectoire qui est quand même très différente de celle des Antilles et de la Guadeloupe, qui sont à la limite un peu plus proches. Ok, merci Olivier. Donc, et le troisième temps, très rapidement pour conclure, l'idée c'est d'essayer d'arriver sur les données les plus fraîches disponibles. Alors malheureusement, même si le système statistique est très performant, il reste un peu lent, mais on a déjà quelques éléments pour l'année 2024. Donc là, j'ai utilisé cette image. Le mur se fissure mais ne rompt pas. Donc les fondamentaux macroéconomiques se détériorent. J'ai parlé tout à l'heure des défaillances d'entreprises qui en 2024 sont à un niveau historiquement haut, avec, je l'ai dit, en plus un changement de structure de ces défaillances, des grosses boîtes de plus en plus exposées, menacées par des procédures de liquidation. On a eu des grands plans sociaux, notamment chez les promoteurs immobiliers, qui vont faire d'énormes dégâts et qui ne sont pas encore perceptibles dans les statistiques de l'emploi et du chômage. Une croissance qui ralentit, alors avec un petit rebond grâce au JO, mais on sera visiblement sur 0,2 points de croissance au deuxième trimestre, qui est quand même pas énorme compte tenu de l'événement qu'on a organisé.
Donc voilà, les enquêtes d'opinion dans les différents milieux des affaires, les secteurs, etc., se détériorent sensiblement. Donc un fond de conjoncture économique assez sombre, assez anxiogène. Tout ça, même si l'inflation a ralenti, elle semble contenue, on reste sur des niveaux de prix qui sont extrêmement importants et qui viennent gréver le pouvoir d'achat. Et donc, si on regarde l'évolution toujours de l'emploi salarié privé et des demandeurs d'emploi, donc là au premier trimestre 2024, donc vous voyez sur l'emploi, on a 130 zones d'emploi qui ont été marquées par une baisse. Donc on reste finalement sur les tendances observées au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2023. Le chômage, on a 116 zones d'emploi qui enregistrent une hausse. Donc là, ça s'améliore un petit peu, mais on voit que quand même la tendance n'est pas optimale. Et en revanche, alors là, on a une surprise que je suis pas en capacité d'expliquer. Alors malheureusement, pour le T2 2024, les données sur l'emploi n'ont pas encore été publiées, mais celles sur le chômage l'ont été. C'est la petite carte en bas à droite. Et vous voyez qu'on a une grande surprise que du bleu, avec qui indique une très forte, une baisse généralisée des demandeurs d'emploi dans la très grande majorité, dans presque l'intégralité des zones d'emploi françaises. Donc là, on a une petite parenthèse enchantée. Est-ce que c'est lié notamment et pour partie à l'activité associée aux Jeux Olympiques, le redémarrage du tourisme avec la saison d'été qui se prépare? J'ai hâte de voir les données du troisième trimestre pour observer si ce rebond est pérenne ou si c'est une sorte d'illusion de parenthèse, comme je l'ai dit, dans une période qui se détériore incontestablement. Donc, où on en est vraiment aujourd'hui au regard de l'avant-crise sanitaire, donc là on est sur l'emploi à gauche, évolution entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2024. Donc vous voyez que malgré tous ces événements, crise sanitaire, inflation, crise énergétique, détérioration du contexte économique fin 2023, début 2024, on a encore quasiment que du bleu sur cette carte à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos zones d'emploi, dans leur grande majorité, ont plus d'emplois aujourd'hui qu'elles n'en avaient avant le démarrage de la crise sanitaire. Donc, les difficultés apparaissent, émergent, se diffusent de plus en plus, mais néanmoins, la situation reste aujourd'hui encore meilleure qu'elle ne l'était avant crise. Sur le plan du chômage, vous voyez que la carte, c'est quasiment que du bleu, c'est encore plus net que pour l'emploi. On a quelques zones d'emploi, notamment le Genevois français, je ne cesse de le dire, c'est un peu un mystère pour moi. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi le Genevois français n'a pas véritablement rebondi en post-Covid, alors même que les frontaliers ont pu redémarrer leur activité, le tourisme a pu repartir. C'est assez étonnant. Et puis, on a quelques territoires franciliens périphériques aussi qui ont été exposés finalement sur l'ensemble de cette période à une hausse du chômage. Mais sinon, vous le voyez, partout ailleurs en France, on a moins de demandeurs d'emploi de catégorie ABC au deuxième trimestre 2024 qu'on en avait avant le démarrage de la crise sanitaire. Donc, une capacité de résilience qu'on peut globalement qualifier d'exceptionnelle, notamment appuyée par les différentes mesures gouvernementales. On sait ce que ça nous a coûté, ce fameux quoi qu'il en coûte, et on en parle beaucoup aujourd'hui. Notamment la Commission européenne nous a légèrement épinglés. On n'arrive plus à tenir notre dette et notre déficit. Donc, une situation à l'instant T plutôt assez exceptionnelle. On peut se targuer d'avoir des territoires qui ont été extrêmement résilients, mais attention, vigilance, le contexte détériore, ça semble glisser, et nous redoutons à l'OITC que finalement les difficultés soient devant nous. Illustration ici très concrète, l'évolution du secteur de la construction depuis son optimum au deuxième trimestre 2023, c'est-à-dire le moment où il a atteint son optimum en termes d'emploi salarié privé. Oui, j'ai produit cette carte au niveau des régions. Toutes les régions françaises, à part l'ex-région Auvergne et la Guyane, ont observé une baisse sensible des emplois de ce secteur. Au niveau national, en 5 trimestres, c'est plus de 30 000 emplois perdus et 2% de baisse, avec, je l'ai dit, tous ces effets d'entraînement que ça va générer sur toute la chaîne de valeur associée au dynamisme de ce secteur. Et donc ici, juste pour conclure, vous avez deux petites cartes qui vous matérialisent en fait le nombre de trimestres enregistrés par les zones d'emploi à la baisse depuis le T1 2023 en termes d'emploi et en termes de chômage, pour essayer de synthétiser tout ça. Donc on a effectivement des zones d'emploi qui ont eu celles en rouge vif, qui ont enregistré au moins 5 trimestres orientés à la baisse, et puis les plus jaunes clairs
celles qui ont été les moins impactées depuis cette période et qui sont dans une situation économique qui semble plutôt satisfaisante et préservée de la détérioration de ce mouvement de détérioration économique. Et notamment, vous le voyez, on retrouve les métropoles, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon, donc quelque chose qui commence à vraiment de plus en plus ressembler au monde d'avant, c'est-à-dire au monde post-Covid. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous raconter. C'est difficile en si peu de temps de vous dresser un panorama complet de tout cela. Mais voilà, si vous avez quelques questions, je crois que j'ai évidemment dépassé mon temps. Frédéric, j'en suis navré. Oui, je vais reprendre la main et merci Olivier. On a quelques questions que je vais te soumettre. Caroline, si c'est possible que je reprenne un peu la présentation pour partager mon écran. Je vous incite à participer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, sur WooClap, que je reprojette parce que au tout début de la séquence, ça n'avait pas été activé, donc vous ne pouviez pas avoir accès. Maintenant, c'est possible. Il y a déjà 11 participants qui ont mis un mot-clé, mais j'incite les autres à le faire. Juste avant que Frédéric reprenne la main et donne un petit peu son sentiment de la manière dont son territoire a vécu ces différentes crises. En gros, est-ce que, Frédéric, tu te retrouves dans les chiffres clés présentés par Olivier, et puis peut-être aussi parler des solutions, parce que c'est aussi l'idée un peu de notre échange. Il y avait une question, Olivier, je ne sais pas si tu as les éléments de réponse, mais sur finalement la trajectoire des pays européens, notamment frontaliers, pays d'Europe, Italie, Espagne, Allemagne. Est-ce qu'on sait ou pas si les éléments exposés sont comparables en fait sur les autres pays européens, ou est-ce que l'Observatoire des territoires se limite à la France et n'analyse pas les données à l'étranger? Non, malheureusement, on aimerait le faire, mais je vous l'ai dit, on est bénévole, on a peu de temps. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on aurait souhaité faire. Espérons qu'on puisse le faire un jour. Comparer, alors après, on a des éléments, il y a tout un tas de choses au niveau macroéconomique, mais au niveau territorial, non, on n'a pas étudié la chose. Après, ce que l'on sait, ce qui distingue quand même sensiblement la France de ses voisins européens, c'est justement un système de socialisation extrêmement puissant et qui permet de contenir la fracture territoriale. Hein. On le dit jamais assez, ça c'est les travaux de Laurent Davy qui l'ont démontré depuis une trentaine d'années. La sécurité sociale, les pensions de retraite sont des amortisseurs extrêmement puissants qui permettent à la fois donc d'amortir les crises, mais aussi de réduire les inégalités territoriales, notamment en matière productive. Donc ça, c'est une singularité française quand même par rapport aux autres pays européens qui peut-être pourrait expliquer, c'est une hypothèse que je formule, que nos territoires, et c'est souvent le cas de la France d'ailleurs, souvent en période de crise, la France résiste mieux que ses voisins européens, mais en revanche, elle rebondit moins bien. Parce qu'on a un système de socialisation qui est beaucoup plus fort que nos voisins. Donc voilà, Okay. à ce stade, juste ce que je pourrais vous dire. Merci. On a des questions sur l'observatoire lui-même, mais je te les poserai plutôt à la fin, c'est-à-dire l'outil. Mais peut-être donner la parole à Frédéric, justement sur Val-de-Garonne agglomération, sur ses spécificités et la manière effectivement dont le territoire a réagi depuis ces dernières années. Frédéric, je te laisse un petit peu la main et présenter ta situation. Ok. Donc oui, Val-de-Garonne agglomération, ce que je disais, 43 communes, 63 000 habitants, un territoire à dominante rurale, donc au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, entre la métropole bordelaise, très dynamique, et un littoral également extrêmement dynamique, et on va dire les agglomérations d'Agen et Villeneuve-sur-Lot. Donc on est au beau milieu d'un territoire, voilà, qui est aussi un territoire assez paupérisé. Deux villes-centres, donc Marmande, 18 000 habitants, et Tonneins, 9 500 habitants. Alors sur la slide d'après, on a les éléments. Voilà. Donc une certaine paupérisation de la population.
Je vous ai mis quelques indicateurs, bon, par des ménages imposés, mais si on regarde également le revenu disponible par unité de consommation, donc sa médiane, c'est pareil, on est largement en dessous de ce qu'on peut observer au niveau national. On a une spécificité, je rejoins complètement Olivier, hein. Alors, on a une activité agricole extrêmement importante, grande culture, mais avec des organisations de producteurs extrêmement également importantes sur le territoire. Et on a un secteur industriel qui est prégnant sur le Val-de-Garonne, qui est au-delà même de la moyenne départementale et nationale. Et ça, c'est une vraie spécificité, même spécialité territoriale, avec pas mal d'industries aéronautiques, agroalimentaires. Mais là où on a quand même, donc on a un profil productif et un profil public, social, retraité. Et c'est cette dominante-là qui nous a permis, c'est ce que disait Olivier, c'est contre-intuitif, d'amortir un petit peu les crises que l'on a connues sur ces dernières années. Donc ça, on l'a bien vu. On a quand même des indicateurs, que ce soit au niveau du chômage. Le chômage baisse depuis 2018. Il y a eu une baisse même sur le Covid. On est remonté tout de suite après. Puis après, là, on est sur une baisse continue depuis 2020. Par contre, on voit très bien qu'on a une chute de la consommation locale. Ça, c'est vraiment l'impact de la crise énergétique notamment, et crise du pouvoir d'achat. Clairement, ça, on l'a vu sur le territoire. Voilà. Donc ça, on a ces éléments-là où on a finalement encaissé un certain nombre de crises, mais structurellement, on est sur un département et sur un territoire dont une grande partie de la population a des indicateurs sociaux assez dégradés. Et ça, on le constate. Mais les crises ont exacerbé en fait ces indicateurs-là. On va peut-être passer sur la slide d'après. Oui, juste avant, Olivier, parce que ça fait aussi référence à une question qui a été abordée par un participant. Est-ce que tu as une idée un peu du poids que représente l'économie sociale et solidaire sur ton territoire? Et deuxième question, si l'économie sociale et solidaire, les entreprises de l'ESS ont joué aussi un rôle d'amortisseur ou de maintien de l'emploi, par exemple, par rapport à d'autres secteurs d'activité? Alors, on ne peut pas, enfin moi en tout cas, je ne l'ai pas mesuré ou je ne l'ai pas, ça serait intéressant de le faire, mais ce que l'on voit, c'est que depuis au moins 5 ans, on a des acteurs de l'ESS qui sont de plus en plus présents sur le territoire, qu'on a intégré également au niveau des politiques publiques. Ça, c'était quand même une volonté de notre président. Donc, on va dire, et notamment lié en fait aux actions de transition écologique. Donc, il y a un plus grand travail avec ce secteur-là, ça c'est clair, ça c'est évident. L'économie circulaire, notamment, donc l'économie des ressources, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qu'on a intégré de plus en plus dans nos politiques publiques au sein de l'agglomération depuis 5 ans, mais ces acteurs-là ont été intégrés et le sont de plus en plus. Ça c'est clair. Après, sur la mesure, non, je n'ai pas de mesure précise là j'ai pas de chiffres à donner. Mais en tout cas, ces acteurs-là et tout ce qui est ESS et économie circulaire, d'ailleurs, on a recruté en interne. Donc, on a des chargés de mission sur l'ESS, des chargés de mission sur l'écologie industrielle et l'économie circulaire, en partenariat avec l'ADEME. Et donc là, ça oui, on l'a complètement intégré dans nos politiques publiques. Tout à fait. D'accord, merci Frédéric. Et donc sur les enseignements, c'est la slide d'après. Oui, alors les enseignements, nous ce qu'on ressent sur le territoire, au-delà des crises, il y a un sentiment de plus en plus de déclassement de la population, parce que quand on voit au niveau,
alors, au niveau régional, mais on voit une métropole bordelaise qui se développe, et c'est normal parce que ce sont ces acteurs-là, ces gros pôles en fait qui tirent aussi toute la région. On voit tout un littoral se développer, et en même temps sur des territoires ruraux, même si on est une agglomération, il y a quand même un sentiment de déclassement de la population lié en fait à l'accès également à des services publics, type l'accès aux médecins généralistes, etc. Et ça, c'est des choses que, à mon avis, pas mal de territoires aussi vivent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les crises exacerbent ces grandes fragilités, mais elles sont déjà présentes, elles sont déjà bien prégnantes sur les territoires. Et dans ce qu'on milite, et depuis pas mal d'années, sur de vraies, on va dire, politiques de pôle d'équilibre, notamment sur les villes moyennes, parce que c'est toujours pareil, sur des agglomérations, ce que je vous disais, sur des agglomérations comme les nôtres, plutôt rurales, dominantes rurales, ce sont en partie les villes-centres qui tirent l'ensemble des territoires. Et là, au-delà des dispositifs type Action Cœur de Ville, ORT, qui sont des actions qui sont bénéfiques, on a un besoin d'investissement qui va au-delà de ces dispositifs, clairement. Et donc là, on a besoin d'une vision stratégique et planifiée sur les prochaines années. Et je dirais que c'est même urgent. Et notamment sur la question des transitions écologiques et énergétiques. Nous, en interne, on a été extrêmement touchés mais comme l'ensemble des entreprises, par la crise énergétique. On a vu nos factures véritablement exploser. Et donc, on a investi sur de la décarbonation de l'ensemble de nos bâtiments, de notre centre aquatique, etc. Mais on a besoin d'investissements bien plus importants. Là, ce qu'on vous a mis là sur la présentation, c'est les trajectoires climatiques et énergétiques de l'agglomération. Donc, on a pris les objectifs 2030, 2040, 2050 de la stratégie nationale bas carbone, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, on attend la SNBC 3 et la nouvelle PPE. Et donc, on a traduit ça à l'échelle de l'agglomération. Vous voyez un histogramme en baisse par rapport aux gaz à effet de serre, la séquestration de carbone en vert, l'augmentation en bleu en énergie renouvelable et la baisse des consommations énergétiques, notamment ce sont de l'énergie fossile, à 60%. Donc ça, c'est une traduction locale, encore une fois, d'objectifs nationaux. Si on veut respecter et atteindre ces objectifs-là, pour atteindre la neutralité carbone, aujourd'hui, ça demanderait sur tous les secteurs d'activité de multiplier par 10, voire par 20, l'investissement à faire sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a un besoin massif, et là aussi c'est contre-intuitif dans la mesure où on a un problème de dette qui est actuel. Mais là, je me rapproche, et il y a le rapport Pisani-Ferry qui a dit expressément que on aurait besoin de 70 milliards à 66 milliards d'euros d'investissement annuel pour atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, au plan national, on n'en fait que 20. Et tout ça se traduit localement également. Et nous, on a fait cet exercice sur une politique publique sur laquelle on a vraiment la main, qui sont les aides à la pierre dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, performance énergétique résidentielle. On a une plateforme énergie, on a des thermiciens, donc on fait du conseil, on gère les dossiers et on aide et on conseille les habitants. On a calculé l'agglomération, mais une enveloppe également à côté des enveloppes de l'État, notamment de l'ANA, etc. Il faudrait multiplier par an par 20 notre enveloppe. Et l'enveloppe de l'État, pareil. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette capacité. On est dans l'incapacité parce que les budgets sont extrêmement contraints, et notamment sur un territoire qui est plutôt pauvre, à dominante pauvre.
Donc là, okay, il y a merci, un vrai sujet, Frédéric. un vrai sujet d'investissement pour les prochaines années. Je me tais. Non, je suis un peu le gardien du temps. Donc, il y avait une question qui, à mon avis, te concerne, Frédéric, en termes de solutions, puisque c'est Ouais. un peu aussi ce que tu as commencé à aborder. À ton avis, est-ce que le marketing territorial peut être un outil de réponse ou de résistance par rapport à l'ensemble des difficultés que connaissent les territoires? Enfin, quel est ton point de vue sur Ouais. l'intérêt du marketing territorial? Alors, Est-ce que c'est c'est une fausse important. bonne idée ou est-ce que c'est un vrai outil Non, mais c'est de un développement outil du territoire? parmi d'autres. C'est un outil. Nous, on a cette expérience aussi. Je vais répondre. En fait, c'est vraiment une réponse très simple. C'est oui, si on a des choses à promouvoir, à vendre, entre guillemets, faut être certain de l'offre que l'on a, fût-elle touristique ou résidentielle, etc. Ça peut être une approche extrêmement pertinente, mais si le territoire, et notamment même en interne et au niveau des services, si on a une organisation qui est préparée à pouvoir répondre en temps et en heure, et si on a véritablement quelque chose à offrir. C'est aussi simple que ça. Plus difficile après à concevoir, et il y a une vraie organisation en interne à concevoir pour pouvoir répondre rapidement et dans des temps très courts aux habitants et à ceux qui poseraient éventuellement, qui viendraient vers le territoire. Mais ça se prépare, mais oui, mais si on a vraiment quelque chose de très précis à offrir. Ok, merci, merci Frédéric. J'en profite, je vais vous présenter rapidement les réponses, si j'y arrive, à votre petit quiz. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de réponses, mais on va présenter un peu les mots-clés qui ressortent le plus. Bon, on a la question de l'accélération, de la résilience. Enfin, voilà à quoi font penser les crises aux participants à ce webinaire. Le besoin de robustesse, les questions de mobilité. Ça fait écho à, enfin, ça te fait réagir, Frédéric, ou éventuellement Olivier, sur ces mots-clés? Oui, enfin, notamment sur la résilience. Enfin, nous, je vois, hein, on a un territoire qui est touché déjà par le réchauffement climatique. Simplement, si je reprends la partie agricole avec les baisses de rendement, on a déjà des chiffres hein, sur des céréales, moins 15, moins 20% sur cette année. On est sûr que de toute façon, on va vers une crise. La crise climatique est là, mais on va vers des effets de plus en plus importants que les territoires vont devoir gérer. Nous, on doit gérer le risque inondation. On va devoir gérer le risque gonflement des argiles. Là, c'est des maisons qui se fissurent, etc. On a eu depuis 2022 une explosion de ces dossiers-là. Donc là, comment on se prépare sur des choses très précises, mais qui vont avoir un impact important pour notre population. D'accord, donc on aurait pu rajouter le mot anticipation. Oui, il faut que... ce que je retiens. Oui, tout à fait. Il faut qu'on prépare également les organisations, les organisations en interne, notamment de nos collectivités, à pouvoir répondre. Ça veut dire que derrière, il faut des spécialisations. Il va falloir nous, c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. On recrute des ingénieurs spécialisés sur les énergies renouvelables, sur la biodiversité, sur des champs d'activité très précis pour répondre justement à des choses multifactorielles, mais qui sont de cette crise climatique, crise énergétique, etc. Merci. Merci. On arrive à la fin de notre webinaire, mais il y a quand même 2 questions qui te sont posées, Olivier, concernant l'Observatoire. La première, en fait, est liée plutôt au niveau d'acceptation des territoires par rapport à l'Observatoire. Est-ce que l'Observatoire, enfin la question, je te la pose littéralement, faut que je la retrouve. C'est est-ce qu'il y a eu une acceptation des
des territoires lors de la création de l'observatoire. Est-ce que cet observatoire est plutôt bien perçu? Je traduis ça comme ça, ou pas. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut former, j'imagine, les développeurs pour accompagner les collectivités dans leur analyse territoriale et leur sortie de crise. Voilà, donc 2 questions qui sont plutôt liées soit à l'observatoire, soit à la manière à partir de ces données, de pouvoir agir sur les territoires. Oui, sur l'accueil de l'observatoire, surtout en 2020. Après, il y a un phénomène d'usure. En plus, les webinaires, etc., se sont multipliés. Mais quand on a démarré notre action, on était nous-mêmes les premiers surpris, hein. On avait 300 participants dans nos webinaires en 2020. En plus, on avait des partenaires à forte caisse de résonance, hein, l'Institut pour la recherche, Caisse des dépôts, etc., qui du coup communiquaient pour nous autour de ce qu'on pouvait produire. Donc oui, après, je ne cache pas que dans les webinaires, je n'ai jamais vu un élu, première chose, sauf peut-être au premier. Mais en tout cas, les services, les acteurs territoriaux, les journalistes. Et puis, on a fait beaucoup de webinaires. On était un peu en pause là depuis 1 an parce que l'actualité était pas propice. Heureusement d'ailleurs, quand on ressort du trou, si je puis dire, c'est que c'est pas bon signe, hein, et c'est le cas là. On va reproduire pas mal de trucs. Donc oui, un accueil plutôt très favorable. Je vous dis, on était les premiers surpris. On a créé ce petit truc très vite, bénévolement, peu de moyens, et on a fait plein de webinaires, publié des notes, etc. J'ai même rencontré tout un tas d'acteurs, le directeur général de la Caisse des dépôts qui était intéressé. Enfin, vous voyez, donc oui, après, c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est compliqué. Alors, ça rejoint la deuxième question, c'est comment former les développeurs, mais pas que les développeurs. Moi, je travaille beaucoup dans mon métier de consultant, j'appelle ça sensibiliser, notamment sensibiliser les élus locaux et leurs services à porter un autre regard sur les dynamiques territoriales et sortir notamment des dogmes ou des idées préconçues dans lesquelles on pourrait par exemple mettre la question justement du marketing territorial. Mais Frédéric l'a très bien dit, le marketing territorial, c'est un outil qui parfois va être adapté, parfois va pas l'être. Si vous prenez un marteau pour visser une vis, forcément votre marteau, vous allez trouver qu'il est Ah, un petit problème de connexion d'Olivier. Bon, on est resté sur la métaphore du bricolage. Aujourd'hui, je trouve un énorme travail de sensibilisation pour qu'on progresse sur toutes ces questions auprès de création. Eric a parlé aujourd'hui des profils qui auraient la biodiversité, ça, notre modeste. Voilà comment. Et on a aussi juste une formation qui vient d'être lancée par le CNAM en partenariat, notamment avec les RENET, je crois, et puis Interco de France, la DGCF, etc., qui démarrera à partir de janvier pour former les développeurs économiques à ces approches un peu transversales et intégrer les problématiques sociales, environnementales, énergétiques dans leur réflexion et leur action. Merci Olivier. Et puis donc voilà, on clôture ce webinaire. Un grand merci à Frédéric pour ta mobilisation et puis une présentation très synthétique que tu as pu nous faire. Merci Olivier, toujours très passionnant, et on reste toujours un petit peu sur notre faim parce qu'effectivement on aurait besoin de plus de temps. Et je remercie également les éditions territoriales et les RENET co-organisatrices de ce webinaire. N'hésitez pas à consulter l'ensemble des ouvrages proposés par Territorial, et notamment, on vous met une petite icône là, sur cette dernière slide, sur le guide permanent du développeur économique. Et puis, dans quelques semaines, a lieu du 2 au 4 octobre au Grand Soissons, les prochaines rencontres d'économie territoriale. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, on vous incite à le faire. Donc, merci à tous. C'est toujours frustrant de ne pas voir les participants et de ne pas pouvoir avoir plus d'échanges interactifs, mais c'est souvent la règle du jeu des webinaires. Évidemment, vous pourrez retrouver l'ensemble des présentations à la suite. On mettra tout ça en ligne et ça sera mis sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des présentations qui ont été faites pendant cette heure. Donc, merci. Et puis, donc, je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire RENET territorial. Eh bien, merci à tous. Merci Didier pour cette conclusion. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire des éditions territoriales et de RENET. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.